Voilà. Vous avez eu une phrase extrêmement forte pour moi. Vous dites on ne négocie pas avec ceux qui enfreignent la loi. Et pour vous, il n'y avait en aucun cas de deal et il n'y avait pas matière, entre guillemets, à négocier quoi que ce soit avec des plateformes qui ne respectent pas les professions réglementées et tout un tas de cadres légaux, puisqu'il y avait plein de registres différents de non-respect de l'état de droit. Avez-vous donc été surpris par les révélations des Uber Files qui montrent qu'au contraire, pendant ce temps, Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, avait énormément d'échanges bien souvent directs, y compris par SMS. Les journalistes parlent de notamment 17 échanges significatifs, c'est-à-dire qu'il y en a bien d'autres, entre le ministre ou son cabinet et des dirigeants d'Uber de l'époque. Avez-vous été surpris? C'est-à-dire, est-ce que vous, en tant que ministre de l'Intérieur, lorsque, en discussion interministérielle ou en réunion de Conseil des ministres, vous échangez sur le dossier, est-ce que vous avez connaissance de ces relations extrêmement rapprochées entre Emmanuel Macron et les dirigeants d'Uber, notamment Travis Kalanick ou bien le lanceur d'alerte Mark McGann? Il s'avère que j'ai exercé plusieurs responsabilités ministérielles pendant les 5 ans du quinquennat de François Hollande. J'étais ministre du Budget, j'étais ministre des Affaires européennes et j'ai été ministre de l'Intérieur puis Premier ministre. Donc, il m'est arrivé de voir des acteurs économiques. Je dois d'ailleurs reconnaître qu'il est très difficile de diriger un État sans en rencontrer jamais aucun. Et que le fait de rencontrer un acteur économique, quelle que soit la sensibilité que l'on a, si c'est considéré comme une faute morale, je souhaite bien du courage à ceux qui seront amenés à exercer la responsabilité de l'État dans les années qui viennent. Donc la question n'est pas de savoir si on rencontre des gens. La question est de savoir ce que l'on fait lorsqu'on en rencontre. Bon. Est-ce que le ministre de l'économie était légitime à rencontrer les gens d'Uber 17, 18, 19 fois, 20 fois? La question n'est pas celle, la bonne question, à mon avis, n'est pas celle-là. La question est-ce que la rencontre entre le ministre de l'économie et les gens d'Uber, comme d'ailleurs la rencontre que je pouvais avoir moi avec les gens d'Uber ou avec les gens de GZ, a été de nature à infléchir la position de l'État concernant les obligations qui étaient les siennes? Ben, le sentiment que j'ai, c'est que non. Puisque lorsque nous avons eu à prendre des dispositions très dures à l'égard d'Uber, nous les avons prises dans l'état d'esprit que j'ai indiqué, parce qu'il ne pouvait pas y en avoir d'autres, et que quelle que soit la sensibilité qu'on peut avoir, il ne m'a pas échappé que le ministre de l'économie de l'époque avait une sensibilité beaucoup plus libérale que la mienne, et qu'il les ait rencontrés pour développer la nouvelle économie, mais que cela ait pu conduire à des décisions de l'État qui soient contraires à ce que les devoirs de l'État lui dictaient, ça, je serais très malhonnête en vous disant que j'ai vécu les choses ainsi, alors même que toute mon action a consisté à ne pas laisser un millimètre d'espace à ces acteurs dont je détestais les pratiques. J'ai eu affaire d'ailleurs à ces acteurs sur d'autres sujets. Ce n'est pas inutile de le rappeler à la Commission. Lorsque nous sommes confrontés à la crise terroriste et que dans les heures qui suivent les attentats, le nombre de messages appelant au terrorisme antisémite, anti-musulman, anti-catholique augmente de 73% sur les plateformes numériques, et que je n'arrive, Madame la députée, à n'obtenir aucune décision de retrait de la part des plateformes, qu'est-ce que je fais? On aurait pu me le reprocher. Je me rends dans la Silicon Valley rencontrer les présidents de toutes les grandes sociétés numériques en leur disant ce que vous faites est inacceptable. Et d'ailleurs, lorsque je me rends aux États-Unis pour dire aux représentants des sociétés numériques ce que vous faites est inacceptable, et si vous ne changez pas de comportement, il y aura de toutes les façons des dispositions extrêmement dures prises par le législateur parce que c'est inacceptable. Et je suis reçu avant cette visite par le ministre de l'Intérieur américain et le ministre de la Justice américain qui me disent bon courage, vous êtes bien emblématique de la naïveté française, vous n'obtiendrez rien. Et en avril 2015, c'est-à-dire 2 mois après, nous signons le premier accord avec les GAFAM par lesquels ils s'engagent à retirer les contenus. Et nous passons de 33% de retrait
à 73-80% de retrait. Donc, moi, je n'ai jamais, j'ai toujours considéré sur ces sujets que le fait de parler à des acteurs pour leur dire ce qu'on avait à leur dire dès lors qu'on avait une certaine conception de l'État et de l'intérêt général était nécessaire. Et je termine en disant que le quinquennat auquel j'ai participé est un quinquennat qui a pris des dispositions qui n'avaient jamais été prises en droit français pour réguler l'action des représentants d'intérêt. Jamais. Et je suis particulièrement fier d'avoir été le ministre ayant porté ces dispositions au banc du gouvernement. La loi d'octobre 2013 et la loi de décembre 2013 relative à la transparence de la vie publique, à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance financière ont instauré le PNF, ont instauré la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La loi Sapin, dans son article 25, a réglementé l'activité des représentants d'intérêt. Donc, non seulement la conception que nous avions était celle que je viens d'indiquer, mais toute l'action législative que nous avons eue à l'époque a consisté à encadrer l'activité des représentants d'intérêt pour que ces dérives que vous redoutez à juste titre ne puissent pas se produire. Donc voilà quelle a été notre action. Alors vous précisez, excusez-moi votre micro s'il vous plaît, Monsieur le Premier ministre.